Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons vous présenter aujourd'hui les 6 joueurs qu'il ne faudra pas perdre de vue cette saison. Et j'accueille immédiatement Charles pour parler de tout ça avec lui. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Alors Charlie, c'est un exercice qui est devenu un peu annuel. On le fait tous les ans, cette sélection des 6 joueurs à suivre de la saison. C'est un choix totalement subjectif. Notez-le bien. Donc, n'y voyez aucun jugement de valeur si jamais votre joueur préféré n'apparaît pas dans notre liste. Il n'y a rien de personnel. On est d'accord, Charlie. On n'est pas là à essayer de faire un classement. Mes propres joueurs préférés ne sont pas dans ma liste. Donc, effectivement, il faut pas le prendre. Il faut pas mal le prendre, quoi. Et d'ailleurs, je voulais justement, en parlant de ça, partager avec vous quelques noms sur lesquels j'ai longuement hésité avant de faire mes 3 sélections personnelles. J'ai notamment pensé très fort à Zion Williamson, mais je crois que c'est un joueur que je cite systématiquement depuis 2 ans et qui finit toujours par se péter un truc et manquer les 3 quarts de la saison. La flemme Zion Williamson. J'espère vraiment que les choses qu'on a vues en pré-saison se concrétisent. On croise les doigts et voilà. Bonne chance à Zion. Peut-être qu'il va nous faire une saison entière, Charlie. C'est pas impossible. Ouais, après, tu parles de la pré-saison. Ce qu'on a vu la nuit dernière de Zion Williamson et des Pels en général était vraiment pas rassurant du tout. À quel niveau ? À tous les niveaux. Je crois qu'il est en première mi-temps, il prend quelque chose comme 2 shoots, aucun système dessiné pour lui. Il a été à la bourre sur quasiment toutes les situations défensives. Enfin, c'est une catastrophe le match des Pels d'hier. Pour l'instant, non, mais je veux dire, moi quand je te parle de bons signes en pré-saison, je parle pas de la qualité du jeu. Je te parle du fait qu'il marche, qu'il court et qu'il saute. Voilà. Disons qu'au moins en pré-saison, on s'attend à voir des systèmes dessinés pour lui. Ça n'a pas du tout été le cas, quoi. Ouais. Écoute, l'an dernier, les Pelicans avaient commencé la saison sur les chapeaux de roue. On verra comment ça se passe. Il y a énormément de travail de toute façon dans cette équipe. Tout à fait. Je pense qu'il va falloir concrétiser les choses à un moment ou à un autre. On va voir ça cette saison. J'ai également pensé très fort à Kawhi Leonard, un joueur qui, à mes yeux, est exceptionnel. Ça m'a fait rire pendant le Media Day quand il a expliqué qu'il était il a expliqué qu'il était blessé pendant sa saison à Toronto, conclu sur un titre et le trophée de MVP des finales. Depuis le coup bas de Zaza Pachulia en playoff 2017, Kawhi Leonard n'a plus été épargné par les blessures. Et c'est dommage parce que je n'ai pas d'affection particulière pour le jeu pratiqué par les Clippers, surtout s'ils finissent par faire venir James Harden, on verra ça. Mais j'adore regarder Kawhi dominer un match des 2 côtés du terrain. Et je t'avoue, Charlie, ça me manque beaucoup. Ah oui, je suis bien d'accord avec toi. Effectivement, le grand Kawhi, la grande époque de Kawhi, c'est avoir un joueur aussi dominant des 2 côtés du parquet, c'était quelque chose de vraiment, vraiment fascinant. Offensivement, il a fait des progrès incroyables avant toutes ces blessures. C'est effectivement assez triste, mais moi j'avoue que j'ai vraiment de moins en moins d'espoir de revoir le Kawhi Leonard de cette époque-là, quoi. Ouais, complètement. Et pour terminer, je ne vais pas parler non plus de LeBron James, de Kevin Durant ou encore de Stephen Curry. 3 joueurs qui ont tous plus de 35 ans, qui portent haut les couleurs de la Ligue depuis plus d'1 décennie, voire 2 pour l'un d'entre eux. On ne le répétera jamais assez. Profitez de chaque occasion pour les regarder pratiquer leur sport au plus haut niveau. Ce sont des leçons de basket quasi permanentes et de la poésie pour nos yeux de femmes. À chaque fois que je vois ces joueurs-là sur un terrain, j'apprends des choses et je sais pas quel est ton sentiment, Charlie, mais voilà, c'est des joueurs dont il faut vraiment, vraiment profiter. Ouais, j'ai rien de plus à ajouter à ça. Effectivement, c'est ça. Il faut vraiment profiter de chaque instant. LeBron, c'est difficile de savoir ce qui va se passer. La saison prochaine, il a une player option sur son contrat. Il va avoir 39 ans, là. Écoute, on va voir, mais c'est sûr et certain qu'on se rapproche à très grands pas de la fin et c'est des joueurs qui auront marqué leur sport, leur époque. C'est sûr et certain qu'il faut profiter à fond de tous les moments qui vont passer sur le parquet. Je t'avouerai que j'ai énormément de mal à imaginer la NBA sans LeBron James. Ouais, pareil. Je pensais à ça l'autre jour. Et voilà, j'ai jamais été un fanatique de ce joueur. Je respecte énormément ce joueur. Mais imaginer une ligue sans lui, c'est waouh. Ouais, ça va faire bizarre. C'est fait extrêmement bizarre de penser à ça, effectivement. Après, on se disait aussi la même chose sur des Kobe Bryant, etc., etc. Bon, voilà,
on s'y fait, par la force des choses, on va s'y faire, et de toute façon, c'est la NBA, il y a constamment un renouvellement de génération, il y a constamment des joueurs extraordinaires qui arrivent, mais c'est sûr que pour égaler ce que LeBron a fait, bon courage. Il y a un sujet très intéressant, parce que quand Kobe s'en va, il y a un héritier qui est tout trouvé, c'est LeBron James. Il est là, il existe, et il est même, il est même au sommet, déjà, quoi. Ouais. J'ai plus l'impression qu'on est potentiellement, enfin non, ce sera pas non plus ça sera pas non plus comme Michael Jordan, où pendant de nombreuses années, la ligue a vraiment été orpheline de sa présence, même s'il y avait des jeunes pousses derrière qui arrivaient et ainsi de suite, mais ça a été un peu difficile quand même le début des années 2000 pour trouver un vrai successeur. Donc Pour moi, il y en a des successeurs. Le seul problème, c'est qu'évidemment, ils ont pas l'aura médiatique que peut avoir un LeBron, aussi pour une raison qui est toute bête, mais qui est une raison de nationalité. Aujourd'hui, les joueurs qui dominent la ligue, ils sont européens, et c'est sûr qu'ils n'ont pas la même répercussion médiatique aux États-Unis que peuvent l'avoir des joueurs américains, ça c'est sûr. C'est tout à fait vrai, et c'est une problématique inédite que la NBA, face à laquelle la NBA va se retrouver. Et franchement, j'ai hâte de voir comment ça va se dénouer. On n'en est pas là. On va commencer notre listing des joueurs avec Joel Embiid. C'est mon premier choix. On va commencer par mon choix à moi, si tu veux bien, Charlie. Pas de problème. C'est mon podcast. Voilà. Et puis c'est le MVP en titre quand même. Oui, c'est le MVP en titre. Voilà. C'est à mon sens le joueur le plus important de la saison qui se profile. Pas seulement sur le terrain, où il aura à défendre justement son titre de MVP et à faire taire les critiques après une énième élimination au second tour des playoffs. Ça devient un peu récurrent quand même. Ça commence à être marqué au fer rouge sur son front, cette histoire. Mais sur la suite de sa carrière, il aura 30 ans, Joel Embiid, en mars prochain. James Harden attend son départ, sans qu'on sache vraiment ce que les Sixers vont être en mesure de récupérer en échange. Et étant donné son historique de blessure, le temps ne joue plus en sa faveur à Joel Embiid, on est d'accord. Et les finances non plus, puisque les mesures financières les plus restrictives entreront en vigueur l'été prochain en NBA, suite aux négociations du nouveau, de la nouvelle convention collective. Les Bucks et les Celtics, pourquoi ils étaient si pressés de faire leurs échanges? Parce qu'ils savent très bien qu'il y a un moment ou un autre, l'été prochain, tout simplement, il y a le fameux second apron. Je peux dire vite fait ce que ça implique, hein. Mais le second apron, c'est-à-dire que tu auras plus de mid-level exception, interdiction de recruter des joueurs sur le marché des buyouts si ceux-ci gagnaient plus que le mid-level exception avant la rupture de leur contrat, interdiction d'utiliser du cash dans un trade, interdiction de recevoir plus de masse salariale dans un échange, et ainsi de suite. Enfin, c'est extrêmement restrictif. On va pas faire tout le listing. Et en fait, je me pose la question de savoir jusqu'où Joel Embiid continue de croire au projet qui sont en train de monter les Sixers, parce que c'est également la énième fois où tu as une intersaison extrêmement compliquée du côté de Philadelphie. On sait, entre autres, que plusieurs équipes aujourd'hui en NBA, notamment après que Giannis Antetokounmpo, là, manifestement, ses velléités de départ des Bucks se sont calmées avec l'arrivée de Damian Lillard, bien évidemment. Joel Embiid, c'est le nouveau gros morceau, le nouveau gros poisson que toutes les écuries autour regardent en se disant il y a peut-être moyen de mettre la main sur ce gars-là. On sait qu'il possède des liens forts avec le président des Knicks, Leon Rose, et son associé, William Wesley. Ces deux mecs-là étaient présents à son mariage cet été. Selon le journaliste Mark Stein, très sérieux journaliste, je crois qu'il bosse au New York Times, un truc comme ça, bref, il a précisé que ce détail n'était pas anodin, leur présence à son mariage. Pour le moment, cependant, Joel Embiid resterait convaincu que les Sixers vont réussir à se dépatouiller de cette situation et à construire un contender autour de lui. J'ai hâte de voir ça. Son contrat, je sais plus, ça dure jusqu'en 2026. Il a une player option en 2020 pour la saison 2027. Ouais. Franchement, c'est clairement une saison pour moi clé pour Joel Embiid et les Sixers.
Ouais, c'est clair que c'est une saison charnière. Alors moi, j'avoue que je trouve ça assez difficile de comprendre quel est son état d'esprit à l'heure actuelle, pour être tout à fait franc. Enfin, en fait, il envoie trop de signaux contraires entre le tweet qu'il a fait à cette intersaison était super amusante. Après, à l'entraînement, effectivement, il a eu des déclarations plutôt positives, ou même à propos d'Arden, il a eu des propos plutôt positifs en disant que c'était pas une distraction pour l'équipe, que sa présence était plutôt une bonne chose. Il a même parlé de bonne énergie, je crois, ou je sais pas quoi. Enfin, bon, ce qui est clair, et ça tu l'as dit, il l'a rappelé mot pour mot cet été, il veut gagner le titre à tout prix, et d'ailleurs à ce moment-là, il a mis un joli petit coup de pression à son front office en expliquant qu'il pouvait gagner à Philadelphie ou ailleurs. Tu l'as dit, il y a beaucoup de franchises, à commencer par les Knicks, qui surveillent sa situation de très très près. Et les Knicks, ça date pas d'hier, hein, ça date Non, depuis un bon moment que ça tourne. Bien sûr. Depuis un temps que ça tourne autour. Hein. Ouais, bien sûr, les liens entre la franchise et lui, on les connaît depuis un moment. Bon, c'est clair qu'il veut plus perdre de temps. Il vient d'être MVP individuellement, il a déjà touché à la récompense suprême. Maintenant, il veut le titre. Et c'est clair qu'en l'état actuel, on a beaucoup de mal à imaginer les Sixers englués dans leur conflit avec Harden pouvoir y arriver cette saison. Bon, voilà, écoute, il a enfin fait son choix de sélection, c'est bien, parce que en fait, Embiid, il faut qu'il arrête de cumuler les sujets. Il faut qu'il puisse se concentrer sur sa saison, sur son équipe, sur le basket, cette histoire de sélection. Ça fait trop longtemps que ça durait. Tu parles de la sélection nationale, du fait qu'il ait choisi la Team USA à la place du Cameroun et de la France, notamment. Exactement. Et il était temps. Enfin, tu vois, on est à moins d'un an des JO. Complètement. Voilà, ce sujet-là au moins est évacué. Maintenant, écoute, moi, il y a un élément qui va être important pour moi cette saison à propos d'Embiid, c'est son leadership, quoi. On sait très bien que c'est le franchise player de cette équipe. Cette position, elle est encore renforcée par la situation avec Harden. On sait très bien que le cas Harden, ça peut être une distraction, ça peut poser problème dans le vestiaire, ça peut avoir un impact sur le collectif. C'est dans ce genre de cas que le rôle d'un franchise player prend une importance accrue. Moi, j'avoue que j'ai pas toujours été convaincu par ses qualités en la matière, notamment dans la gestion du cas Ben Simmons il y a quelques saisons. La saison dernière en play-off face à Boston, il a souffert. Alors certes, il était diminué physiquement, certes, il était bien défendu, mais son Game 7, il me semble qu'il est à 15 points, ouais, c'est ça, 15 points à 5 sur 18 au tir. Ah ouais, c'est ultra laborieux. Moi, et c'est pareil, Joel Embiid commence à cumuler les performances. Oui, mais il y avait Doc Rivers avant. Ouais. Non, mais tu vois, parce que tu dis, ça commence un peu à le suivre. En réalité, cette histoire. Il n'a pas eu que Doc Rivers comme coach, et il a eu plus. Enfin, c'est pas la première fois qu'il a des performances qui sont quand même plutôt. Je suis d'accord, mais là regrettable quand il s'agit justement quand on attend un mec comme lui avec son talent à lui. On attend une réponse autre que ce qu'il nous montre à chaque fois, quoi. Et justement, en fait, pour moi, le fait que le coaching staff ait changé, que Nick Nurse soit arrivé, on va pouvoir voir à quel point ce changement peut être positif pour lui et pour le jeu des Sixers. Bon, en tout cas, ça sera plus une excuse possible pour lui. On va voir, mais bon, on peut pas non plus trop lui mettre sur les épaules, tu vois, c'est clair qu'aujourd'hui, si tu regardes l'effectif des Sixers en te disant qu'Harden est hors jeu, tu peux difficilement les mettre comme les favoris pour le titre, quoi. Ça va beaucoup dépendre de la progression d'un joueur comme Tyrese Maxey, ça va dépendre d'énormément de choses. Mais en tout cas, c'est clair que on va être très attentif à la situation de Philadelphie et aux attitudes d'Embiid, parce que cette saison, en cas d'échec collectif à nouveau, les choses pourraient très très vite basculer et dans un sens très négatif pour la franchise, quoi. Quand tu passes en revue l'historique des Sixers depuis la draft de Joel Embiid, il est quand même dans une franchise, faut bien le dire, qui est mal gérée, depuis des années. Il y a eu énormément de changements à la tête de l'équipe, changement de general manager, des changements à la direction. C'est une équipe qui, sans compter, pareil, on peut passer en revue pour la énième fois le nombre de fois ils se sont foirés avec leur pick de draft. Et ce qui est quand même assez incroyable, quand tu regardes le déroulé des picks de draft, c'est affolant, quoi. De se tromper à ce point, quoi. Oui, mais à côté de ça, c'est quand même une franchise qui lui offre sur le papier quasiment chaque année la possibilité de jouer le titre, tu vois. C'est quand même pas le cas de toutes les franchises en réalité en NBA aujourd'hui. En début de saison, généralement, on met les Sixers parmi les favoris. Et tu viens toi-même de dire, par exemple, que le recrutement de Doc Rivers n'était pas le bon. Oui, mais ça après, bon. Alors que c'est le moment où ça pour moi c'était un des moments clés, c'est-à-dire que la suite de Brett Brown devait être, c'est là où tu devais une vraie montée en gamme. Voilà, c'est là où tu devais te montrer décisif parce que tu entrais dans le prime de Joel Embiid. Et là, on commence petit à petit
à entrer dans la fin de son prime. Et pour Philadelphie, c'est quand même problématique de pas avoir exploité ses premières années, surtout que il a été 2 fois deuxième du vote de MVP. L'an dernier, il obtient enfin ce trophée avec l'émotion qui était la sienne au moment de le recevoir. Bref, mais c'est pareil, il continue de buter dans ses performances en play-off. Mentalement, je pense que c'est là, t'as mis le doigt dessus quelque part. Regarde sa gestion avec l'équipe de France. Quand t'écoutes Boris Dio qui te parle de comment ça s'est déroulé en coulisses. L'équipe de France, c'est ce qu'ils disent. Nous, on n'a jamais fait les démarches auprès de Joel Embiid. C'est lui qui est venu nous voir, qui nous a dit « J'aimerais obtenir la nationalité française, car j'aimerais potentiellement jouer pour l'équipe de France. » Ils ont passé un temps fabuleux pour essayer de l'arranger, pour essayer de faire en sorte que oui. Boris Dio dit lui-même, on a discuté, tout semblait plutôt bien se passer. Jamais on a eu d'indication comme quoi il allait choisir le Team USA. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, en fait, les tergiversations de Joel Embiid, j'ai l'impression que mentalement, c'est quelqu'un qui a du mal à s'affirmer, en fait. Et c'est pas une critique, hein. On n'est pas tous pareils psychologiquement parlant. Mais Joel Embiid, je trouve que même dans sa façon de performer en play-off, on sent que c'est quelqu'un qui, je sais pas, qui a pas qui manque de tranchant, quoi. Voilà. Oui. Après, moi, je vais être très franc sur cette histoire de choix. C'est un peu psychologie de comptoir, hein, je vous l'accorde, mais. En fait, moi, c'est surtout que sur cette histoire de choix de la sélection nationale, je suis désolé, hein, je vais dire des choses qui sont désagréables pour l'équipe de France et ça m'embête de le dire, mais très franchement, s'il a suivi ce qui s'est passé cet été, Embiid, comment tu veux qu'il ait envie de venir jouer en équipe de France, quoi? Ah bah clairement. Enfin, tu vois, genre à un moment, moi j'entends, je on pouvait pas mieux se savonner la planche. Et que voilà, ce exactement. cet été, quoi, non mais exactement. Et là, je parle pas que du niveau sportif, quoi. Tu vois, les déclarations de Batum, tu vois, on a un peu l'impression, pour caricaturer, que au moment de l'échec, on a dit ouais, il faut discuter et changer les choses, et puis que un mois après, on a tout oublié et qu'on ne change rien, quoi. Donc bon, voilà, moi je comprends ce que tu veux dire, effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est aussi pour ça que moi j'ai beaucoup parlé du leadership d'Embiid et que c'est vraiment ça que je vais regarder avant tout, bien plus que ses performances purement basket. C'est vraiment le rôle qu'il va avoir auprès d'un Maxey, auprès des joueurs un peu plus jeunes. Il y a des leaders dans cet effectif, il y a des mecs qui ont de la bouteille, qui savent en plus comment gagner, mais c'est quand même Embiid, le patron de cet effectif, le patron de cette équipe. Ça va être à lui d'être très fort à ce niveau-là et de s'affirmer et de réussir à créer un état d'esprit de groupe. Le recrutement de Danny Green va dans le bon sens d'ailleurs à ce niveau-là en tant que présence et autorité sur le banc des Sixers. C'est une très bonne recrue, Danny Green. Oui, non, mais et puis surtout, enfin, tu vois, la saison dernière, le Heat a donné un excellent exemple de ce que peut donner une équipe qui n'est pas du tout armée pour aller taper les favoris, mais qui, avec un collectif extrêmement solide, un très bon état d'esprit, et voilà, et un leader complètement dédié à sa tâche, et ben, on peut aller beaucoup plus loin que prévu. À Embiid de réussir, je lui demande pas de se transformer en Jimmy Butler demain, mais enfin à lui de prouver qu'il a la sa capacité. voie. Ouais. Voilà, exactement. De trouver comment faire. En tout cas, clairement, Joel Embiid, j'ai du mal à croire qu'il se retrouve encore dans le merdier James Harden après avoir vécu celui avec Ben Simmons. Je repense à la période d'enthousiasme qui avait suivi l'arrivée de James Harden à Philadelphie où tout le monde était là à dire « c'est incroyable, ce duo va marcher sur la ligue et ainsi de suite, blablabla. » Bon, bah alors là... Non mais ça a été un discours quand même oui, non, mais bien sûr, extrêmement prégnant à ce moment-là. Oui, non mais tout à fait. Comme à chaque fois qu'il y a un transfert d'envergure dans la ligue. Mais voilà, j'ai du mal à croire qu'il en est là aujourd'hui dans sa carrière. Franchement, j'aurais pas imaginé ça il y a 3-4 ans. Et j'ai hâte de voir ce que les Sixers vont faire avec cette histoire de James Harden. Qu'est-ce qu'ils vont récupérer? Et quel genre d'équipe va être autour de Joel Embiid? Parce que Joel Embiid qui va être en 30 points, 11 rebonds ou je sais pas quoi dans la saison régulière, il y a aucun problème. J'ai aucun doute sur le fait qu'il y a quasiment aucune équipe qui est armée pour arrêter un mec comme lui. Maintenant, voilà. Qu'est-ce que tu vas faire en play-off et est-ce que tu auras l'effectif autour de toi pour y parvenir? À voir. Et franchement, c'est beaucoup plus, c'est pas du tout, je suis pas en train de dire les Sixers, excusez-moi, je vais être un peu cash, mais je suis pas en train de dire les Sixers c'est de la merde et les Celtics et les Bucks sont clairement et foncièrement devant eux, quoi.
Non, mais par contre, Pour moi, ce qu'on c'est peut dire... pas aussi clair que ça, en fait. Les Non, mais Bucks, ils ont un gros problème de profondeur de banc. Les Celtics, j'en ai déjà parlé jusqu'à la nausée, du fait que ils sont à une ou deux blessures de pouvoir plus rien faire du tout, quasiment. Euh, voilà. non, mais ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que les Celtics et les Bucks se sont a priori, même si ça peut éventuellement poser question, se sont quand même a priori renforcés. Là où Philadelphie s'est a priori affaibli, quoi. Qu'on aime Harden ou pas, c'était quand même un joueur qui était important. Oui, et en même temps, on sait pas ce que ça va donner. Alors, on peut partir du principe que quoi qu'il récupère dans le transfert d'Arden, ça sera forcément une perte. Et c'est clair, tu perds un mec qui est en 20 points et dit meilleur passeur de la ligue. Voilà, on peut, il y a cette façon de voir les choses. Non, mais c'est surtout que personne n'en veut aujourd'hui. Enfin, en fait, Bien sûr. je veux bien qu'on imagine que les Clippers craquent complètement et qui donnent tout ce que Philadelphie veut pour avoir Harden. Mais pourquoi est-ce qu'ils feraient ça? Aujourd'hui, Philadelphie est tellement dos au mur, c'est hallucinant comme situation. Tant que personnellement, c'est mon point de vue, tant que je ne sais pas ce que Philadelphie récupère dans l'histoire, j'ai du mal à me prononcer sur les chances de Philadelphie. Voilà. Et je suis sûr que il y a un monde où ils récupèrent des trucs, des pièces secondaires où on se dit ouais, d'accord, bof, et que finalement ça peut prendre. Tu viens de citer Miami comme exemple, très bon exemple. Maintenant, il faut qu'un mec comme Tyrese Maxey, ça implique aussi qu'un gars comme Tyrese Maxey passe un cap. Oui, tout à Et fait. pas un seul cap, plusieurs caps d'un coup, quoi. Quasiment, quoi. Et j'y crois, Maxi, j'adore ce joueur. Il a un talent, c'est un talent incroyable, Tyrese Maxey. Bref. On va passer à Luka Doncic, si tu veux bien. Oui, Ça, c'est absolument. ton choix à toi. Donc, je te laisse justifier ce choix de Luka. Bah, la justification, elle est simple. En fait, si on regarde la saison dernière, son absence en playoff, c'est une aberration. Il y a pas d'autre mot. Il n'y a pas un seul joueur de son niveau, il me semble, qui ait loupé les playoffs la saison dernière. Bon, à la limite, on peut parler du cas Kyrie Irving, mais c'est son coéquipier et la situation était celle qu'on connaît. Donc, si l'un est absent, l'autre l'est forcément aussi. Il a eu une saison vraiment très compliquée l'année dernière, pas d'un point de vue statistique, hein, puisque au contraire, il a fait une saison assez monstrueuse de ce point de vue-là. Ah mais oui. d'un point de vue personnel, on sait qu'il a eu un litige notamment avec sa mère au sujet de l'exploitation d'une marque au nom du joueur. On l'a senti touché sur le parquet. Il a d'ailleurs dit très clairement après un match, je sais plus si c'était contre Miami ou Charlotte, où il a expliqué qu'il prenait beaucoup moins de plaisir. Il a évoqué des problèmes sur le parquet et en dehors. Bon, on connaît Luka Doncic, déjà qu'en temps normal, il a cette tendance à se plaindre des décisions arbitrales, à être facilement frustré sur le parquet. Là, ça a pris une dimension encore plus importante. En théorie, ces problèmes extrasportifs, ils sont désormais derrière lui, donc reste à voir comment ça va se passer sur le parquet. En tout cas, c'est clair que pour moi, cette saison, c'est un tournant très important. Dallas ne peut pas se permettre de se rater à nouveau. Doncic, ça fait quelques saisons qu'il voit les Européens régner sur la NBA, avec Giannis et Jokic notamment. Il doit commencer à être impatient. On l'a souvent dit dans ce podcast, c'est un joueur qui est obsédé par la gagne. Il a été habitué très très tôt dans sa carrière à engranger les titres. Et c'est un joueur qui est absolument extraordinaire, Luka Doncic. C'est juste pas envisageable qu'il se contente de jouer le ventre mou de la NBA pendant des années. Donc oui, je vais surveiller de très très près ce joueur et même plus globalement les Mavs parce que ils sont eux aussi à un tournant en fait. Est-ce que Jason Kidd va réussir à trouver les clés pour constituer une défense collective convaincante? Parce que c'est notamment de là que venait la frustration pour les fans des Mavs, mais aussi pour Doncic qui avait fait plusieurs petites sorties à ce sujet la saison dernière, même si lui évidemment n'est pas irréprochable sur le plan défensif. Donc voilà, j'attends de voir comment ça va se passer avec Kyrie. Mark Cuban a rappelé la hiérarchie très très claire de l'équipe en expliquant que c'était l'équipe de Doncic et que Kyrie Irving le savait très bien. On va pas refaire le débat sur sa prolongation. Dallas était dans une situation où il devait le faire et Doncic de toute façon a eu voix au chapitre dans cette décision. On sait très bien qu'il était tout à fait pour que Kyrie reste, ou du moins c'est ce qu'il a déclaré plusieurs fois. Maintenant, il faut absolument que ça fonctionne. Il faut que Jason Kidd trouve la recette pour que ce duo qui peut vraiment être un casse-tête pour les défenses adverses tourne à plein régime. Il faut absolument que Dallas sorte de cette espèce de marasme qu'on a connu la saison dernière. Enfin, vraiment, la saison des Mavs, la saison dernière, c'était vraiment très pénible. Et ouais, voilà, moi, je crois vraiment que si Doncic a le sentiment qu'il ne peut pas jouer le titre à Dallas, je suis pas sûr du tout qu'il soit du genre à se taire et à attendre.
Il y a eu un article d'ESPN en fin de saison dernière qui expliquait qu'au sein de la franchise, plusieurs personnes craignaient qu'ils demandent un trade à l'été 2024 si les choses ne s'amélioraient pas rapidement. L'été 2024, c'est à la fin de cette saison. Bon, voilà, j'attends de voir comment ça va se passer. J'entends toutes les déclarations qu'il a fait suite à cet article où il a rassuré tout le monde en disant qu'il était très heureux à Dallas, qu'il croyait beaucoup en son association avec Kyrie Irving, etc., etc. Est-ce que ce discours sera toujours d'actualité en cas de nouvel échec ? Pour moi, c'est une question qui se pose réellement. Oui, complètement. Tu soulignes un problème important, effectivement, de Dallas l'an dernier, c'est la baisse totale du régime en défense. C'est ce qu'il leur a... Oui, la saison d'avant, où ils avaient atteint les finales de conférence, avant de s'incliner face aux Warriors, c'est là-dessus qu'ils se sont reposés, en fait, sur tout leur parcours, que ce soit en régulière ou pendant les playoffs. Et tout, je me souviens, toi et moi, on avait discuté de ça. On s'était dit, mais comment c'est possible qu'il soit deuxième en défense avec Jason Kidd comme coach? C'est pareil, je suis pas le premier supporter de Jason Kidd. Alors voilà, c'est aussi en NBA, faut bien comprendre qu'il y a aussi des assistants coachs, il y a tout le personnel autour qui participe à bâtir les schémas. Voilà, il y a les spécialistes de la défense et ainsi de suite. Et il y a souvent des départs dans les coaching staff, ce qui peut avoir de grandes répercussions sur les performances des équipes. Faut bien le noter. Et je pense que la frustration du côté de Dallas, elle était, et du côté de Luka Doncic, elle était là aussi. Là, Luka Doncic, moi, de ce que je vois et de ce que j'ai entendu de tout l'été, c'est un joueur qui manifestement est arrivé avec l'idée de commencer la saison dans le meilleur état de forme possible. Tu vois bien qu'il est dans une forme absolument redoutable. Il est taillé, on sent qu'il est prêt, il est hors de question pour lui de s'installer tranquille dans la saison. J'ai l'impression qu'il a envie de commencer vraiment le pied au plancher, quoi. Sauf que aujourd'hui, Dallas, ils sont quand même pas très, il est pas très bien entouré à Dallas. Kyrie Irving, c'est son lieutenant. Mais ils ont tous les deux un jeu assez similaire. Et Kyrie Irving, c'est pas un as défensif. Pareil pour Tim Hardaway Jr. Ils ont recruté Seth Curry. Je comprends pas pourquoi les équipes se battent pas pour recruter ce gars-là. Mais bon, c'est comme ça. Ils récupèrent Seth Curry. Mais c'est pareil. En fait, ils ont un profil très, très offensif, Dallas. Ils ont fait venir Grant Williams de Boston. Très, très bonne signature. Une des meilleures signatures pour moi de l'intersaison. Mais est-ce que ça va être suffisant? Je pense pas. Il y a Richaun Holmes aussi qui arrive des Kings. Dante Exum qui revient d'Europe. Qui à l'époque qui à l'époque quand il jouait en NBA était extrêmement fort défensivement et pareil en pré-saison il a montré des bonnes choses. Un joueur très intelligent, Dante Exum. Bref, quand je vois cet effectif, je vois pas comment ça peut bien se passer du côté de Dallas. En fait, j'ai l'impression que c'est une équipe qui repose vraiment sur sa puissance de frappe offensive. Mais tu vois, si on parle de frappe offensive, les Suns sont une équipe qui offensivement impressionne. Vraiment, t'as l'impression que ça peut être un rouleau compresseur à n'importe quel moment, n'importe quel match, quoi. Dallas, c'est largement un cran en dessous offensivement. Et par contre, en termes défensifs, je sais pas, c'est presque moins bon que Phoenix, quoi. Donc, en tout cas, c'est mon sentiment. On verra bien pendant la saison. Là, on est en train de parler de choses dont on ne connaît rien puisqu'on a la saison n'a pas débuté. Mais la bonne saison de Dallas va être très très dépendante de sa capacité à bien défendre avec le personnel en place, quoi. Oui. Et franchement, ça va être chaud. Et moi, je pense que ça va, outre la défense, qui évidemment va être le truc numéro 1, moi, je pense aussi que l'état d'esprit de Luka Doncic va être hyper important. On a parlé du rôle de leader d'un Joel Embiid. Doncic, c'est pareil. On sait très bien qu'il a cette tendance à dégoupiller, à perdre ses nerfs. Rémi Reverchon, je sais pas si t'as vu le truc, Rémi Reverchon qui lui a posé la question, gentiment d'ailleurs, sur ses coups de nerfs. Et Luka Doncic, tu vois qu'il avait pas du tout envie d'en parler, quoi. Bah oui. Je sais pas à quel point il est conscient de ça, mais c'est clair que le gars est très rapidement insupportable sur un terrain de basket, quoi. Oui, et ça pénalise vraiment. Enfin, tu vois, la Coupe du Monde, si je suis pas fou, ça dure depuis 1 ou 2 ans maintenant, cette histoire. Oui, et puis ça a des vraies conséquences, parce que le quart où ils se font sortir contre le Canada, il se fait expulser dans le site. Donc, voilà, moi j'espère que quoi qu'il arrive, en tout cas, d'un point de vue collectif à Dallas, j'espère que
j'espère qu'on va le voir mieux dans sa peau qu'en fin de saison dernière, on va voir qu'il reprend du plaisir à jouer au basket, qu'il est moins dans la frustration, moins dans l'agacement, moins sur le dos des arbitres. Alors je sais que ça fait partie du joueur, je sais que ça fait partie de sa personnalité, mais s'il veut devenir un vrai franchise player dans la dimension leadership, etc., il faut absolument qu'il progresse là-dessus. C'est clair, mais en fait, c'est extrêmement frustrant parce que mais ce mec est tellement fort. Enfin, en fait, je sais pas si on se rend compte. Il a 24 ans, Luka Doncic. C'est irréel. Surtout, vraiment, ce que j'ai dit sur ses problèmes extrasportifs de la saison dernière est tout à fait vrai. On les connaît, les histoires. On sait qu'il a été en procès avec sa mère, etc. Malgré ça, le mec te sort une saison à 32 points, 8,6 rebonds et 8 passes, quoi. Je sais pas si on se rend compte c'est lunaire. Du délire que c'est. Donc ouais, moi, c'est un des talents bruts les plus phénoménales qu'on ait jamais vu. Et il représente vraiment quelque chose. Moi, je me souviens de la conférence de presse des rookies des Mavs. Ils étaient comme des gamins en évoquant le fait qu'ils allaient jouer avec Luka Doncic, quoi. Les gars, ils avaient les yeux qui brillaient. Enfin, ce gars a tout pour être, à la fin de sa carrière, être considéré comme l'un des plus grands de l'histoire de la NBA. Mais pour ça, d'abord, il faut qu'il retrouve le plaisir de jouer au basket, que collectivement, les choses se passent beaucoup mieux que la saison dernière. Donc ouais, Jason Kidd, d'ailleurs dont beaucoup pensaient qu'il serait remplacé cet été, mais qui visiblement avait le soutien de ses joueurs, a vraiment énormément de boulot, et l'enjeu est colossal. Tu peux pas avoir un talent comme Luka Doncic et créer une situation où au bout de 5 ou 6 ans, il veut se barrer, quoi. C'est pas possible. Ah mais c'est clairement, comme tu dis, il y a tout à ce niveau-là. D'un point de vue individuel, Luka Doncic, comme tu dis, c'est ça que j'aime d'ailleurs beaucoup en NBA, c'est l'importance de la maturation d'un joueur. Un joueur peut être pétri de tout le talent possible s'il y a des choses qu'il n'a pas comprises dans sa tête, s'il n'a pas grandi, s'il n'a pas une certaine maturité psychologique, mentale, il parviendra pas à atteindre ses objectifs, quoi. C'est assez fabuleux comment ça fonctionne, ce truc-là en NBA. C'est vraiment un sport où tes capacités physiques et ton talent pur ne suffisent pas forcément à t'emmener là où tu veux aller, quoi. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Et c'est une des beautés de ce sport et c'est encore vrai en NBA, heureusement. Et on évoquait LeBron tout début de ce podcast. LeBron est l'excellent exemple du mec qui très rapidement a compris que le leadership était quelque chose d'extrêmement important et qui est devenu au fil des années un leader absolument remarquable. Complètement. Et côté Dallas, voilà, t'as effectivement, en termes de franchise, qui a entre ses mains un diamant magnifique comme Luka Doncic, qui a 24 ans, donc qui n'est même pas dans son prime. Waouh! Ouais, c'est fou. Le feu d'artifice dans ta tête, quoi. Voilà, Dallas, je sais pas, est-ce que t'as confiance en Dallas pour prendre les bonnes décisions? Est-ce que tu as confiance en Dallas pour aller choper les bons free agents? Est-ce que tu as confiance dans Dallas pour vraiment faire le job et permettre à Luka Doncic d'avoir Parce que quand tu les écoutes parler, ils disent absolument tout ce qu'il faut et ils ont l'air proactifs et ainsi de suite. Mais en fait, c'est trop tard. Mais là, j'ai l'impression que c'est compliqué quand même et l'historique de Dallas est pas forcément bon. Encore une fois, je cherche pas à taper gratuitement sur les Mavericks. C'est juste que quand tu regardes la suite de décisions du front office depuis pas mal d'années maintenant, sachant que ça a changé, hein, c'est plus le même puisque il y a 1 ou 2 ans de ça, je sais plus, tous les mecs qui étaient en place ont été, le fils de Don Nelson là, qui était aux commandes a été remercié. Bref, je sais pas, c'est vraiment. En fait, c'est pas stable en fait Dallas, je trouve. Non, mais de toute façon, quelque part, je vais te dire, l'effectif il est fait là. Aujourd'hui, c'est plus au front office tu me demandes si j'ai confiance au front office pour signer les bons agents libres. En fait, c'est trop tard. Ça y est, l'effectif il est fait. La question, c'est est-ce qu'on a confiance en Jason Kidd pour tirer la quintessence de cet effectif là? Ouais. Pas trop, non, j'ai pas trop confiance. Et c'est aussi pour ça que je vais regarder à ce point-là Luka Doncic, parce que si on voit un Doncic qui passe l'année à s'énerver, à se frustrer, à se prendre des fautes techniques parce qu'il aura été embrouillé les arbitres, parce que telle ou telle faute n'a pas été sifflée, ça peut promettre un été 2024 très désagréable à Dallas. Ouais, on verra ça. Mon deuxième choix, personnellement, c'est Jamal Murray. Jamal Murray, qui est un cas... Alors, je sais pas, peut-être que tu vas pouvoir m'éclairer, Charlie, mais j'ai du mal à trouver des points de comparaison d'autres joueurs qui correspondraient à son profil dans l'histoire de la NBA. En carrière, Jamal Murray, en saison régulière,
il a dépassé les 20 points de moyenne 2 fois. La saison où il s'est blessé en 2021 et la saison dernière. Ses stats sont solides, mais sans plus. Tu vois, ses stats, c'est 20 points, 4 rebonds, 6 passes l'an dernier, je crois, un truc comme ça. Oui. C'est pas fifou, tu vois. Tu te dis pas, waouh, incroyable. Enfin, voilà. Par contre, en playoff, tout d'un coup, il nous a démontré que potentiellement la légende Bubble Murray, le Jamal Murray de la bulle était bel et bien réel. C'est plus de 26 points, plus de 7 passes, quasiment 7 rebonds par match, 39,6% à 3 points en 20 matchs de playoff. Un duo avec Nikola Jokic qui nous offre une des plus belles symphonies de ce qu'a offrir la Ligue. Des défenses qui sont totalement perdues face à leur association sur le terrain. Jokic est aussi extrêmement fort parce que Jamal Murray est là, j'ai envie de dire. C'est une association aussi quelque part, ces deux joueurs-là. Oui, les deux se bonifient, ouais. Voilà, pas que, hein, j'ai bien conscience de la magnificence de Nikola Jokic, ne vous inquiétez pas. Mais quand je vois la magie de son jeu en playoff, ça me paraît assez délirant de me dire que ce joueur n'a jamais été All-Star et n'a jamais été sélectionné dans une team All-NBA. Ce qui va être, cette saison, une question cruciale pour les Nuggets. Et c'est aussi pourquoi j'en parle. Jamal Murray est actuellement éligible à une extension de contrat de 3 ans à 145 millions de dollars qui débuterait à l'entame de la saison 2025-2026. Si jamais il termine cette saison dans une des 3 All-NBA teams, l'extension qu'il peut signer avec Denver passe à 5 ans pour plus de 300 millions de dollars. 303 millions de dollars exactement. Le Supermax. Le Supermax à la manière de Jaylen Brown, CF, Jaylen Brown à Boston, voilà. Donc, Calvin Booth, il a dit, Calvin Booth, c'est le general manager des Nuggets, il a dit, ouais, alors, clairement, ça va pas aider notre comptabilité, mais moi, je serais ravi de voir ce joueur-là qui atteint ses objectifs, quoi. Et franchement, la saison de Jamal Murray, elle est très, très marquante à mes yeux à ce niveau-là. C'est-à-dire que, pendant le Media Day, c'est un joueur qui est en train de nous dire, alors, quand on lui pose la question, est-ce que ça te dérange de pas avoir été All-Star ou d'être sélectionné en All-NBA team? Il dit, moi, je m'en fiche. Il y a plein de joueurs qui ont été All-Star qui n'ont jamais gagné de titre NBA. Oui, moi, aujourd'hui, j'ai un titre NBA et ça me va très bien. Et mon objectif pour la saison à venir, c'est de gagner un autre titre NBA. Et je trouve ça assez marquant. C'est-à-dire que, tu sais, souvent, les joueurs, ils prêchent le collectif. Non, mais moi, je me sacrifie pour le groupe et tout. Et là, Jamal Murray, il se retrouve à un carrefour assez inédit, à savoir, en même temps, il a son titre, hein, j'ai envie de dire. Mais il y a cet objectif collectif de défendre le titre, et il y a cette carotte individuelle, si je puis me permettre, cette carotte financière individuelle, où s'il parvient à performer individuellement et à être sélectionné dans la All-NBA, dans une des 3 All-NBA teams à la fin de la saison, il va doubler la mise, quoi. Et on parle pas c'est pas un peu d'argent, c'est beaucoup d'argent. C'est colossal. On parle de 155 millions de dollars de différence. C'est énorme. Oui, et puis d'une durée de contrat qui n'a rien à voir. Une durée de contrat qui n'est pas la même. Pour un joueur qui a vécu quasiment 18 mois sans jouer, la durée de contrat, c'est aussi un élément qui est important et tout. Non, mais bien sûr, hein. Je trouve ça assez fascinant, cette histoire de Jamal Murray cette saison, quoi. Ouais, je suis d'accord. Bah, déjà, cette saison, pour moi, il n'y a pas le moindre doute, il sera All-Star. Je peux pas croire qu'il soit pas All-Star, ça c'est clair. Sauf évidemment soucis physiques, mais sans ça, j'ai pas trop de doutes au son sujet. Peut-être que Bradley Beal va prendre sa place, hein. Je déconne. Franchement, peut-être, j'en sais rien, je déconne. C'est juste un tacle gratuit à Bradley Beal. Non, je sais pas pourquoi je fais ça. En tout cas, ce que t'as dit sur le côté, je m'en fous des récompenses individuelles. Tout ce qui m'intéresse, c'est le titre. Ça en fait un tellement bon complément de Nikola Jokic, qui lui aussi a toujours été complètement désintéressé des débats sur le MVP et tout. Par contre, tiens, vite fait, maintenant que tu dis ça, vite fait, Charlie, il y a un truc qui m'énerve prodigieusement dans le commentaire NBA aujourd'hui concernant Jokic, c'est tout le monde part du principe que parce que le mec est détaché des titres individuels et tout ça, que quand il a gagné le titre NBA, il était là, il avait du mal à réaliser. Il en a parlé notamment à la télévision serbe de ses sentiments à ce moment-là. Ouais. Mais plein de gens disent il y en a ras-le-bol de voir Nikola Jokic qu'on n'a rien à péter de rien. Il y en a qui trouvent ça mignon, moi ça commence à m'énerver.
Il faut arrêter le délire, les gars. Et Chacun j'ai gère dit qu'il ça en comme avait, il veut. il en avait rien qu'il en avait rien à faire. Et comme tu dis, il gère ça comme il veut, quoi. Bah ouais, aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte qu'on parle pas juste de sportif, quoi. Un mec comme Nikola Jokic, qui est le franchise player d'une des plus grosses équipes de la ligue, même si c'est pas la plus médiatisée, ça reste une pression qui est absolument énorme. Il gère ça comme il veut, comme il peut, et qu'est-ce qu'il y a à redire du moment qu'il y a les résultats au bout, en fait, quoi. Comment on peut critiquer son attitude alors que le mec, il est double MVP, champion, enfin... Non, mais Bon. c'est surtout dire n'importe quoi, en fait. Dire qu'il en a rien à secouer, c'est archi faux, en fait. Ah, mais tu sais, il faut toujours trouver des moyens de critiquer, hein, ça, Repartons sur Jamal Murray, pardon. Bah écoute, ouais, Pardon pour moi cette Jamal digression. Murray, moi ce que je trouve intéressant, c'est le fait qu'il ait pas participé au mondial avec le Canada, parce il l'a dit très clairement, il voulait pouvoir se reposer après une saison éprouvante dans Mais le sens ouais, où la ouais. saison a été longue et surtout elle faisait suite à une année blanche pour lui et on sait très bien que c'est difficile de retrouver le rythme après autant de mois sans jouer. Donc je trouve que c'est vraiment une décision intelligente de sa part. En plus, il a fait une interview il y a quelques semaines là où il explique qu'il a pu bosser sur son jeu cet été, ce qu'il n'avait pas du tout pu faire l'été précédent parce qu'il avait été trop occupé à renforcer son genou. Donc ça, c'est à la fois une décision très intelligente et puis en plus, bah moi j'ai hâte de voir ce que ça donne quoi sur le parquet. Sur quel domaine est-ce qu'il a bossé, dans quel domaine il a progressé. Bon, voilà, tu l'as dit, cette année pour lui, elle est extrêmement importante pour ses histoires contractuelles, mais en plus de ça, là, il va avoir 27 ans, Jamal Murray. Donc, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui disent que 27 ans, c'est vraiment le moment où tu es complètement dans ton prime. Donc, on croise évidemment les doigts pour qu'il soit préservé de ses problèmes physiques et que cette saison soit celle où il enterre absolument tous les débats sur son statut au sein de la ligue, parce que oui, il y a toujours des débats sur le statut de Jamal Murray dans la ligue. T'as parlé du fait effectivement qu'il a très peu de saisons à 20 points ou plus, seulement 2, donc c'est forcément un argument qui est utilisé par ses détracteurs. Pour moi, c'est clair, Jamal Murray, c'est un des tout meilleurs meneurs de la ligue. Quand on voit le niveau qu'il a eu sur cette campagne de playoff, tu peux pas en douter. Enfin, sur ces playoffs, il est à 26 points, 7 passes, à quasiment 40% à 3 points. Mais c'est une des meilleures campagnes de playoff par un arrière. Mais oui, et Je avec veux le dire, titre au bout, quoi. Donc ouais, moi Jamal Murray, voilà, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Je trouve que c'est du très très lourd et il est temps que son statut soit en adéquation avec la qualité de ses performances sur le parquet. Et effectivement, en NBA, on sait très bien que pour que ton statut soit reconnu, il faut des récompenses individuelles, donc des sélections au All-Star Game, des sélections dans les All NBA Team et un statut contractuel qui est à la mesure de son talent. Et comme tu l'as dit, Calvin Booth a été très clair sur le sujet. Oui, lui filer 5 ans, 300 millions de dollars sur 5 ans, ça ferait très mal aux finances de sa franchise, ça ferait très mal à leur marge de manœuvre dans les années à venir, mais ce serait logique en réalité, ce serait tout à fait logique. Et d'ailleurs, il y a eu une formule qui est, moi je trouve assez sympa, il a dit, nous ce qu'on aime, c'est voir les joueurs réaliser leur plein potentiel. Et effectivement, Jamal Murray... s'il atteint son plein, enfin, s'il confirme absolument tout ce qu'on peut voir de lui en play-off, ce mec-là, il y a pas photo, c'est un des meilleurs de la ligue à son poste, quoi. Je sais pas à quel point la famille Kroenke qui possède les Nuggets est prête à débourser pour maintenir cet effectif, mais je regardais ça de près l'autre fois et si tu prends les 4 joueurs majeurs de cette équipe, Jokic, Murray, Aaron Gordon, Michael Porter Jr., ils sont tous âgés entre 25 et 20. Ils ont tous entre 25 et 28 ans. Ouais. Ils sont tous à l'aube de la meilleure partie de leur carrière. Et je trouve ça assez dingo, en fait. Et ils ont tous encore au moins 2 ans de contrat. Ouais. C'est-à-dire que cette équipe, elle est vraiment armée, mais pour l'avenir. Mais je sais pas si on réalise bien le taf qui a été effectué dans la construction de cette équipe, quoi. Oui, alors après, elle est armée pour l'avenir, à condition effectivement qu'ils soient en mesure de garder, parce que tu vois, par exemple, s'il donne un supermax à Jamal Murray l'été prochain, ça va être très compliqué de prolonger Aaron Gordon s'il lève pas sa player option en 2025, quoi. En effet. Mais je trouve ça assez fascinant quand même. Ouais, non, mais je suis d'accord, hein. Et vraiment, dans les 2 années à venir, ce noyau de 4 joueurs que t'as cité est sous contrat, ils seront là, et il faut leur souhaiter qu'ils soient en pleine possession de leurs moyens, parce que le potentiel de cette équipe est énorme, vraiment. Ouais, c'est... Parce que Calvin Booth, on en pense... Enfin voilà, j'en pense que du bien, et franchement, j'avais mes doutes.
Mais faut jamais oublier Tim Connelly qui est parti aux Timberwolves juste l'année avant le titre. Ouais, le pauvre, bon timing. Le pauvre, ouais. Surtout qu'il se prend des sauts de merde depuis qu'il est à Minnesota pour avoir fait le transfert pour Rudy Gobert. Et comme on en parlait toi et moi la semaine dernière, je suis sûr que les Wolves vont redresser la tête cette saison. Je sais pas pourquoi j'y crois à mort. Peut-être que j'aurais complètement tort. Vous aurez le droit de ricaner de moi et de vous moquer de moi. Il y a aucun problème de dire que j'y connais rien. Mais ouais, une très belle architecture cette équipe. Ah bah oui, parce que Conley, il était là entre 2013 et 2020, il a passé quasiment 10 ans, Ah quoi. bah c'est lui qui a fait tous les Et ouais, oui, c'est ça, c'est que c'est lui qui a construit créé la équipe, fondation de cette équipe au tout final. à fait, tout à fait. Tu voulais parler, toi, de la Melo Ball. C'est ça ton deuxième choix? C'est tout à fait ça, mon Un choix deuxième très intéressant, Charlie. Bah écoute, il a prolongé cet été avec un contrat designated player, donc prolongation de 5 ans à la clé avec potentiellement, je crois que c'est 260 millions de dollars à la clé en fonction des bonus. Moi, c'est un joueur que je trouve assez fascinant. Lamelo, il a un QI basket très très au-dessus de la moyenne. Il est grand, techniquement, il y a rien à redire. On sent qu'il prend énormément de plaisir à jouer au basket. Bref, c'est un joueur que j'aime vraiment bien regarder jouer. Il est ultra spectaculaire, il est imprévisible. Enfin, pour moi, c'est vraiment du basket plaisir, ce mec-là. Mais bon, la saison dernière, le plaisir a été court parce qu'il sort d'une saison où il a joué que 36 matchs, fracture de la cheville, je crois, fin février. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, d'ailleurs, il a évoqué le sujet lors du Media Day. Il a dit qu'il allait jouer avec des chevillères, que son objectif cette saison, c'était de faire le plus de matchs possible. Bon, la saison dernière, déjà sans la blessure de Lamelo, c'était une saison compliquée pour Charlotte. Alors évidemment, sans lui, ça a été vraiment la galère. Visiblement, ça n'a pas été assez pour le décourager de le prolonger. Il a expliqué que c'était une décision qui était évidente, qu'il était ultra confiant pour la suite. Steve Clifford, sur le Media Day, a lui aussi eu des déclarations. Enfin, à l'écouter, tout va bien à Charlotte, tout est super, et l'équipe va s'améliorer, et tout va bien se passer, tout le monde est en très bonne santé, etc., etc. Donc, on va voir ce que ça va donner. On se doute que si Lamelo peut faire une saison complète, ça va en partie solutionner les soucis d'attaque qu'ils ont connus la saison dernière, mais ça suffira pas. Il va falloir clairement que Steve Clifford monte un peu en gamme au niveau des systèmes, du mouvement de balle, etc., etc. Bon, il y a eu l'affaire Miles Bridges, on va pas rentrer dans les détails, mais on regarde qui reprend, voilà, qui reprend encore une fois. On regarde des informations qui sont sorties hier, on peut faire clairement une croix sur lui sur la saison, et c'est complètement logique. Mais écoute, moi je pense que même sans lui, clairement, les Hornets ont les moyens de faire mieux que la saison dernière. Il le faut absolument parce que cette équipe a en la personne de Lamelo un talent qui est trop important pour se contenter de végéter dans les bas-fonds de la ligue. Donc ouais, voilà, saison très importante pour la Melo Ball, saison importante pour les Hornets plus globalement. On sait que Michael Jordan a vendu ses parts, quasiment la totalité de ses parts à Gabe Plotkin et Rick Schnall, qui étaient actionnaires minoritaires avant. On a fait beaucoup de vannes toutes ces dernières années sur les choix sportifs de Michael Jordan. Faut pas croire que tout va s'arranger d'un coup parce qu'il est plus propriétaire de l'équipe évidemment, mais c'est quand même un nouveau cycle qui s'ouvre. Ouais. Donc on va voir comment se comportent les nouveaux propriétaires si les choses se passent pas bien. Est-ce que Clifford va rester en place si ça joue mal? Est-ce que Kupchak le général manager va rester en place si la saison se passe pas bien? En tout cas, quoi qu'il arrive, je vais vraiment garder un œil sur cette équipe et plus particulièrement sur la Melo Ball parce que vraiment il est trop fort ce mec-là. Il faut regarder la Melo Ball jouer. C'est vraiment, moi j'ai pas d'autre. Le terme qui me vient, c'est vraiment celui de basket plaisir, quoi. Et puis comme son frère ne jouera pas, et ben je vais concentrer toute mon admiration pour les Bulls sur lui. Ouais, il faut pas oublier qu'il y a 2 ans, ils ont gagné 43 matchs, qu'il était All-Star et qu'il avait pris toute la ligue. Enfin, il nous avait tous séduits avec son jeu qui est vraiment extraordinairement spectaculaire. Bah ouais, enfin c'est vraiment le côté artiste quoi de ce mec-là. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors les quelques matchs qu'il a joué l'an dernier, c'était pas beau à voir, mais il y avait rien à faire du côté des Hornets, donc Non. Donc c'était compliqué. J'ai l'impression qu'il est quand même, enfin, voilà, l'ambiance dans le vestiaire des Hornets, enfin, toutes ces histoires là qu'il y a tout le temps autour des Hornets. Frank Ntilikina qui a terminé là-bas. Ouais. Cette saison, donc je vais sûrement jeter un œil sur les Hornets, mais oui, effectivement, faut voir. J'ai hâte de voir est-ce que Lamelo va être capable, avec son brio individuel, de dégayer un peu cette saison de Charlotte. Est-ce que leur rookie Brandon Miller va être
à la hauteur des espérances. Il y a énormément de questions qui se posent du côté de Charlotte. Je sais pas trop quoi en penser. Franchement, cette histoire de Miles Bridges, là, ça m'a... Enfin, c'était déjà bien... C'était déjà bien nul de le revoir en Ouais, NBA après c'était tout ce déjà qui était bien sorti sur lui. pourri. Et là, ça ne fait que surenchérir le truc. Ah Et oui, je non, sais et puis pas. non, mais là, de toute façon, c'est terminé. Enfin, J'espère bien. Et si puis, les faits qui ont été évoqués sont avérés, c'est clairement mm. terminé, là, sa carrière pour lui. Donc, écoute. Donc en fait, j'ai hâte de voir comment Charlotte va réussir à prendre la mesure des talents qui méritent d'être gardés et développés au sein de leur effectif. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, et de faire assez rapidement le ménage quand même autour de la Melo Ball, parce que on sait, toi et moi, le temps passe vite, hein. Et, euh, et voilà. Et la Melo Ball, si tu lui mets vraiment des talents qui matchent ses capacités sur le terrain, ça peut vraiment, à défaut de gagner, d'aller gagner un titre, ça peut vraiment être du basket hyper séduisant, quoi. Ouais, et puis mine de rien, tu vois, même dans ce marasme-là, tu vois, tu peux quand même te dire qu'autour de la Mélo, autour de Mark Williams, qui a montré des trucs hyper intéressants la saison dernière, autour du rookie Très bon Brandon Miller, profil autour de la Melo, ouais. bah ouais, tu peux vraiment construire tu peux créer quelque chose d'intéressant, quoi. Après, la Melo, il a lui-même des progrès à faire dans son jeu. Je veux dire, Ah, évidemment. il provoque jamais de faute. Enfin, c'est assez incroyable. Il est très mauvais en termes de finition près du cercle. Euh, sa sélection de tirs est quand même souvent, tu te grattes la tête, quoi, sur certains Ouais, ouais. tirs où tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai vu là que, notamment, comment il s'appelle? Zach Lowe parlait dans son podcast il disait qu'il aimerait voir la Melo Ball, par exemple, développer un dribble un peu à la Steve Nash dans sa façon de gérer son dribble et de laisser les ouvertures s'opérer sur le terrain en fonction de la réaction des défenses, pour voir quelles ouvertures se proposent à lui. Et avec son génie et sa vision, il serait capable de les exploiter. Et je partageais plutôt bien cette opinion et cette volonté de voir ça dans son jeu. Et Steve Clifford, quand tu l'entends pendant le Media Day, tu sens qu'il a il perçoit bien le talent pur de la Melo Ball. Il sait très bien ce qu'il a entre les mains. Et j'aimerais bien qu'il soit en mesure de cadrer tout ça pour permettre à la Melo de vraiment exprimer son talent pleinement sur balle en main, quoi. C'est vraiment mon Oui, espoir. oui, maintenant, ah, moi j'ai quand même des gros doutes autour de Steve Clifford, hein, je vais pas te mentir, quoi. C'est sûr. Mais on va voir, on va voir. Et dernier truc sur la Melo Ball, quand même, il a quand même un point extrêmement positif qui fait qu'il devrait être particulièrement bien perçu ici. Son deuxième prénom, c'est quand même la France. Ça, Et c'est Dallas qui devrait recruter Steve Clifford, parce que quand tu vois la défense qu'il est capable de proposer avec un effectif qui est complètement désossé l'an dernier. Attends, ouais, oui, oui, bah oui. je vais re-regarder ça, tiens. Mais franchement, ça tient de l'exploit, quoi. L'an Ouais, mais enfin, dernier, offensivement, c'est laborieux quand même, hein. ah mais bien sûr, ils étaient 20e en défense l'an dernier. C'est-à-dire, enfin, oui, c'est pas extraordinaire. Mais quand tu regardes l'équipe qu'ils alignaient 90% du temps sur le terrain, mais je te dis, ça révèle, le mec, c'est un génie de la défense, quoi. Clairement. Non, mais Clairement. c'est sûr que ça fait partie de ces coachs, comme Frank Vogel, qui ont une vraie capacité à mettre en place Exactement. des défenses collectives. En fait, c'est vraiment des coachs qui savent tirer le maximum de joueurs, des joueurs qu'ils ont. Même si c'est des joueurs qui sont limités défensivement, ils savent parfaitement bien les exploiter, et c'est clair et net que c'est souvent impressionnant de ce point de vue-là, quoi. Ouais. Enfin, On faut croise marquer les des doigts. points quand même parfois au basket aussi, hein. Ouais, c'est sûr. Et Lamelo, il est là pour ça, bordel. Enfin, pour faire jouer tout le monde, c'est le chef d'orchestre. On va passer à mon dernier choix personnel, Klay Thompson, qui, après une saison plutôt très encourageante l'an dernier, arrive à un moment charnière lui aussi de sa carrière. Il aura 34 ans en février. Il entre dans la dernière année de son contrat. Les dirigeants ont déjà indiqué qu'ils souhaitaient le signer à nouveau. Oui. Mais il est certain que les négociations ne seront pas aussi simples qu'on aimerait le croire. Magdon Levy, qui a remplacé Bob Myers au poste de general manager, n'ignore pas que ce que la franchise doit à Klay Thompson, mais les restrictions financières qui entreront en vigueur l'été prochain vont forcément influencer ces négociations entre le joueur et la franchise. Klay Thompson, il y a un très beau portrait de lui dans The Athletic, a dit qu'il rêvait de faire l'intégralité de sa carrière aux Warriors.
On y apprend qu'il a effectué une excellente préparation pendant l'été, qu'il débute cette saison en pleine forme. Il a avoué qu'il était complètement cramé au moment de jouer face aux Lakers l'an dernier en play-off. Il est arrivé sur les rotules. Il explique, tous mes shoots étaient courts, j'en pouvais plus. Après 2 années blessées, rééducation, une campagne de play-off terminée sur un titre et rebelote la saison d'après, où pareil, les Warriors avaient eu pas mal de blessures. Il a beaucoup tiré sur la corde. Il avait fait un très bon mois de janvier, très bon mois de février. Je crois qu'il avait enchaîné, c'était les 2 mois où au scoring, il était vraiment très, très impressionnant. Voilà. Il a reconnu lui-même qu'il est arrivé en play-off complètement cramé. Là, on sait que Klay Thompson a envie de se montrer sous son meilleur jour pour gérer ce qui potentiellement va être son dernier contrat, le dernier contrat de sa carrière, enfin le dernier contrat tout du moins conséquent, on va dire, le dernier gros contrat de sa carrière. Après, je dis pas qu'il ira pas chercher crapiller quelques trucs à droite à gauche, mais voilà, Klay Thompson, ça reste un des joueurs que je kiffe regarder jouer, les Warriors en général de toute façon. Rien que pour l'IQ, l'intelligence de jeu affichée par cette équipe sur un terrain. Et cette année encore, il y a beaucoup de choses très intéressantes à suivre. Mais je t'avouerai que Klay Thompson, étant donné son parcours, étant donné les blessures qu'il a eues, étant donné ce qu'il a fait l'an dernier, voilà, j'ai une affection particulière pour ce joueur et je continue de suivre ce retour de blessure avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Parce qu'on a tort de croire que revenir des blessures qu'il a eues, notamment une rupture du tendon d'Achille et des ligaments croisés du genou, avant ça, on aurait tort de croire que tu peux t'en remettre comme ça. Franchement, le fait qu'il ait été aussi performant en finale face à Boston en 2022, pour moi, c'était un exploit, mais quasiment surhumain, quoi. Non, mais même la saison dernière, il est de retour à ses standards d'avant blessure. Hein. La saison dernière, il est à 41% à 3 points, 22 points. La seule chose qu'il ne fait plus, c'est scorer près du panier. Il le fait beaucoup moins qu'avant. Avant, l'an dernier, c'était 5,6% de ses tirs qui étaient proches du cercle, alors qu'en 2019, par exemple, avant sa blessure, il était quasiment à 14% de ses tirs pris proches du cercle. Et avant que Kevin Durant rejoindre les Warriors en 2016, c'était 18% de ses tirs qui étaient pris près du cercle. Il a complètement squeezé cette partie-là de son jeu. C'est aussi dû au personnel et aux joueurs qui sont autour de lui, mais c'est aussi beaucoup son explosivité qui n'est plus là, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Alors moi, j'allais dire, il y a quand même aussi autre chose sur lequel il a baissé de niveau, mais c'est pas du tout un tacle, c'est normal, c'est la défense. C'est normal, il a plus du tout la même mobilité qu'il avait avant. Ouais. Voilà, et d'ailleurs, c'est hyper intéressant, la déclaration de Kerr, là, très récemment, Steve Kerr a expliqué que désormais, Klay Thompson allait pas mal défendre sur des postes 4. Alors, c'est quelque chose. J'ai entendu ça, ouais. C'est quelque chose qu'il a déjà fait par séquence. Hein. Il a dit d'ailleurs. De toute façon, faut être prêt pour la défendre sur n'importe qui dans cette. Oui, voilà, c'est ça. Déjà, oui. Déjà, le fait qu'effectivement aujourd'hui les postes en NBA, ça veut plus dire grand chose. Mais surtout dans l'absolu, défendre sur des postes 4, il l'a déjà fait. On l'a déjà vu à la grande époque des Warriors, notamment en playoff, défendre par séquence sur des postes 4. C'est pas bête parce que tu l'as dit, il prend de l'âge, les blessures font qu'il a moins de mobilité qu'avant. Suivre des arrières ou des meneurs sur le parquet, ça va devenir forcément plus compliqué. Maintenant, ça pose aussi des questions sur ses capacités à tenir le choc. Klay Thompson, c'est vraiment pas un poids lourd. En fonction du profil des adversaires, on peut penser que Steve Kerr s'adaptera. De toute façon, c'est une des immenses qualités de ce coach, c'est sa capacité à s'adapter. Écoute, en tout cas, visiblement, Klay Thompson, il est confiant, hein. Il a annoncé que cette saison, il voulait être de retour au All-Star Game. Bon, ça, j'avoue que je pense que ça risque d'être un peu compliqué vu la concurrence, mais c'est pas le vrai sujet, en fait. On s'en fout de savoir s'il est All-Star ou pas cette saison. La question, c'est est-ce qu'il peut continuer sur le rythme qui était le sien en saison régulière la saison dernière. Ce serait absolument génial à la fois pour lui et à la fois pour les Warriors. Bon, je tiens à signaler que l'an dernier, Klay Thompson est devenu le 3e joueur de l'histoire à éclipser la barre des 303 points inscrits en une saison. Et il a fait ça avec un pourcentage à plus de 41% de réussite. Ouais, c'est ça. Oui, non, mais c'est ça. C'est que je veux dire, on parle quand même d'une saison complètement dingo, quoi. Alors qu'il n'avait jamais autant shooté. Dans sa carrière, il n'y a pas une seule saison où il dépasse les 10 3 points pris par match. Et là, même les 9 3 points pris par match, là, il en prend 10. Il en prend plus de 10 par match. Tu l'as dit, à 41%, ce qui est remarquable. Non, mais
Voilà. Par contre, il a dit que sa sélection était pas au top. Il a reconnu que sa sélection de tir, et d'ailleurs, il dit, avec l'âge, c'est peut-être là-dessus que je dois le plus travailler cette saison. C'est revoir un peu à la baisse les tirs pris en première attention qui sont pas forcément les plus éclairés. Écoute, et moi, je vais utiliser être un peu avec toi. plus mon intelligence de jeu. S'il y a bien un truc que j'ai appris ces 10 dernières années en NBA, c'est ne jamais juger la sélection de tir des shooters tarés de Golden State. Parce que vraiment, c'est clair. Que ça soit lui ou Steph Curry, de temps en temps, quand tu les vois dégainer, tu te dis non mais sérieux. Et puis à la fin, tu te dis ok, bon bah, j'ai rien dit. Donc voilà, écoute. En tout cas, ce qui est clair, c'est que bon, il est en contracteur, mais c'est pas du tout une contracteur classique dans le sens où tu l'as dit, il a plus besoin de convaincre personne et on sait très bien que Golden State va le prolonger. En tout cas, c'est la volonté de Joe Lacob, c'est la volonté de Mike Dunleavy. Reste à savoir quand est-ce que cette prolongation interviendra et à quel prix. Bon, il a eu plein de déclarations ultra positives sur l'arrivée de Chris Paul. Il a fait un podcast, je crois que c'était le podcast de Paul George, où il a été hyper élogieux envers Chris Paul, sur lequel il a beaucoup défendu ces dernières saisons. Il a parlé de son leadership, de sa capacité à rendre meilleures les équipes dans lesquelles il est joué. Il se léchait les babines en évoquant ses qualités de passeur, en se disant qu'il allait en profiter à fond. Bon, on va voir tout ce que ça va. On va voir tout ça, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est clair que s'il peut maintenir le niveau d'adresse qui était le sien en saison régulière l'année dernière, il va être une aide énorme pour son équipe. Et c'est logique en fait, c'est Klay Thompson en fait, on est trop habitué à l'excellence de la part de ce mec-là. Tout à fait. Mais quel joueur incroyable Klay Thompson, et tu l'as dit, revenir de 2 saisons blanches comme il l'a fait, c'est dingue parce que même la saison de son retour, comme on est tellement habitué à l'excellence, bon, certains disaient ouais, vite fait, et c'est quand même plus de 20 points par match pour un mec qui a pas joué depuis 2 ans. C'est complètement fou. Genre, c'est dingue. Et un joueur qui était traumatisé par ses blessures, il en a parlé du fait bah oui. que... Ah bah attends, c'est pas des petites blessures qu'il a eu. Voilà. Il y a un moment, il pouvait plus participer à des matchs pendant l'intersaison. Tu sais, les pick-up games, comme ils appellent ça. Les matchs un peu détendus où tout le monde se réunit pour jouer, pour se maintenir en forme, pour entretenir son jeu. Et le gars, il refusait catégoriquement de participer à ça parce que c'est en faisant un match comme ça qu'il a souffert qu'il a eu sa rupture du tendon d'Achille. Et il était totalement traumatisé. Il dit, j'ai mis du temps avant de passer cette barrière mentale, quoi. Ouais, non, mais c'est quelque chose qui est vraiment très très fort, hein. C'est souvent un élément qu'on met pas assez en avant quand on évoque la carrière des joueurs, mais vraiment, hein, revenir de 2 blessures aussi graves, enchaînées comme ça, c'est hallucinant. Vraiment, c'est hallucinant. Et surtout, voilà, l'aspect mental des blessures. On en parle, mais peut-être pas autant qu'il le faudrait. Enfin, toi, la semaine dernière, tu parlais de Ben Simmons, on a parlé de Ben Simmons à un moment ou à un autre. Tout à fait. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Hein, et je me demandais si j'avais rêvé. Nous, on a parlé de Ben Simmons. Nous, tu rigoles ou quoi? Mais voilà, les blessures, c'est souvent voilà, dans la chair et dans la tête, quoi. C'est un peu les deux. Waouh, c'est profond ce podcast. Mais c'est tout à fait vrai. Et effectivement, non, mais de toute façon, même si c'est un sujet qui s'ouvre ces dernières années, on parle pas assez de la charge mentale qui pèse sur les joueurs, que ce soit en termes de leadership, en termes de pression mis par les supporters, par les spectateurs, par les réseaux sociaux. Et effectivement, en plus de ça, il y a les blessures, quoi. Et à quel point c'est terrible pour un joueur comme Klay Thompson Klay Thompson, il était vu comme le Iron Man de la NBA. Il loupait pas un match et tout à coup, il a vécu 2 années sans jouer au basket. C'est fou. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça implique. Mettez-vous à sa place. Imaginez-vous être privé de votre métier et de votre passion pendant 2 ans d'affilée. C'est terrible. Oui, puis sans compter le travail. Tout à l'heure, on parlait de Jamal Murray. Faut bien réaliser le travail que c'est de faire de la rééducation pour retrouver le plus haut niveau. C'est-à-dire que les gars, le but, c'est pas de remarcher. C'est de remarcher, de courir avec une intensité que le commun des mortels, personne court comme ça dans le monde, et avec des stops, des changements de rythme de dingue, des appuis de fou. Enfin, oui, et avec toutes les conséquences que ça a, parce que là, on l'a mentionné au passage. Faut bien comprendre la difficulté du machin, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Et vraiment, là, on l'a mentionné au passage comme si c'était quelque chose d'anodin. Mais Klay Thompson, ça a eu un réel impact sur sa mobilité et sur son explosivité, quoi. Et quand t'es dans une équipe qui galope comme le font les Warriors, c'est quand même quelque chose qui est pas anodin, quoi. En plus. On va terminer ce podcast avec ton dernier joueur, Austin Reeves. Ouais. Ça m'aurait étonné que tu me ramènes pas un mec des Lakers, tiens.
Et Bah pourquoi oui. pas Torian Prince pendant que tu y es? Hein? Non. Doucement. Non, mais ouais, Je rigole. En fait, J'adore Austin Torian Reeves. Prince. Très bonne recrue. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Mais écoute, Austin Reeves, oui, parce que, en fait, ça a été dit plusieurs fois par Darwin Ham et par d'autres membres des Lakers, cette saison, il va avoir beaucoup plus le ballon entre les mains, il va avoir un rôle beaucoup plus important que les saisons précédentes. D'abord parce qu'il a prouvé qu'il en était capable, ensuite parce que LeBron vieillit et que son influence sur le jeu va forcément diminuer un peu, sans offense contre le mythe, hein, mais bon, à un moment, quand tu t'approches des 40 ans, ça a quand même des conséquences. Donc ouais, forcément, Austin Reeves, moi j'ai hâte de voir comment il va s'en sortir. Est-ce qu'il a les épaules pour faire face à ce défi? Parce que aujourd'hui, il faut bien comprendre que son statut a complètement changé dans la ligue. Il va être ciblé par les adversaires des Lakers, que ce soit défensivement, où il va forcément faire partie des joueurs qui vont être attaqués. Et on l'a vu pendant la Coupe du Monde. Voilà, ça, tout à fait. Pour le coup. Mais même offensivement, en fait, son jeu aujourd'hui, sur tous les scouting reports que font les adversaires des Lakers, bah il va apparaître très haut, ses qualités, son jeu va être décortiqué, il est clairement identifié, si tu veux, comme le troisième homme de ces Lakers, après LeBron et Anthony Davis. Il y a plus de place pour la surprise, en fait. Austin Reeves, ces 2 dernières saisons, c'était aussi beaucoup d'inattendus, beaucoup de surprises. Aujourd'hui, il va être attendu, c'est de voir comment il va pouvoir réagir avec ça. Donc voilà, il a vécu un été plutôt sympa, même si beaucoup pouvaient s'attendre à ce qu'il signe un contrat plus important. Il a quand même eu un contrat qui visiblement le satisfait dans la franchise qu'il voulait. Avec Team USA, ça s'est bien passé, même si le résultat final n'est pas satisfaisant. Lui a quand même bien su profiter de la compétition. Il a été adopté par le public philippin, dont il était le chouchou. Ouais. On a entendu que des éloges le concernant de la part du staff de Team USA. Steve Kerr, Grant Hill, ses coéquipiers, tout le monde n'a eu que des mots positifs à son sujet. Donc écoute, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Dans ses déclarations, je le trouve très bien. Il a l'air d'être tout à fait prêt à avoir de nouvelles responsabilités, à avoir plus un rôle de meneur de jeu. Mais il faut quand même pas oublier que c'est un joueur qui brille surtout dans un collectif qui tourne bien. Il a cette capacité de sublimer le collectif, mais bon voilà, pour moi c'est lui en fait le principal bénéficiaire du fait que les Lakers aient misé sur la continuité en prolongeant les acteurs de la fin de saison dernière, qui était une fin de saison plutôt réussie. Donc ouais, Austin Reeves, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, je le trouve très malin, il sait par exemple très bien qu'il n'est pas le joueur le plus athlétique et il le prend totalement en compte dans les choix qu'il fait. Enfin, il a un côté joueur à l'ancienne, presque anachronique, que j'adore. Et puis son histoire est sympa aussi, c'est une success story à l'américaine, Austin Reeves, quoi. C'est vraiment un mec qui vient d'un tout petit patelin, qui a pas été drafté, tout est allé extrêmement vite pour lui ces 2 dernières saisons, personne ne s'y attendait. Et voilà, après 2 ans, c'est l'un des visages d'une des plus grandes franchises de la NBA, une des plus médiatiques, adoubé par un des plus grands joueurs de l'histoire en la personne de LeBron. Voilà, moi, Austin Reeves, c'est un joueur que j'aime beaucoup, dont j'aime à la fois le jeu, à la fois le parcours et la mentalité. Et je pense vraiment que cette saison est un virage pour lui, parce que, encore une fois, il n'est plus cet inconnu, ce mec sorti de nulle part qui crée la surprise en s'imposant dans une équipe ambitieuse. Aujourd'hui, c'est un danger qui est identifié pour la défense adverse. Et donc ouais, j'ai hâte de voir comment il va répondre à ce nouveau statut, à cette nouvelle pression, quelle saison il va pouvoir faire. Et je ne demande qu'à être encore plus surpris, quoi. Ouais, t'as tout à fait raison. C'est une grande différence. Ça peut faire, tout du moins, une grande différence quand tu passes du statut de surprise où personne trop te calcule ni ne t'attend. Et tout d'un coup, tu vas te retrouver, effectivement, comme tu dis, en haut des scouting reports où ils vont absolument dépioter la moindre faille de ton jeu pour essayer de l'exploiter et te faire sortir du terrain, finalement. Ouais. C'est ça l'objectif des coaching staff. Et j'ai hâte de voir s'il va être capable de s'en sortir. J'ai pas trop de doutes là-dessus, personnellement. J'ai aussi hâte de voir s'il va être capable de maintenir comment dire, la profusion de lancers francs qu'il était capable d'obtenir la saison passée, ce qui était un gros sujet de conversation à la fin de la saison des Lakers, où tout le monde pointait du doigt en se disant « Ah, regardez les Lakers, ils ont forcément tous les coups de sifflet pour eux ». J'ai hâte de voir si Austin Reeves sera capable d'être aussi probant en termes de provocation de faute. Parce que c'était aussi une grosse partie de son jeu. Oui. C'était assez important. Voilà, il y a aussi la question de savoir comment LeBron James et Anthony Davis vont gérer leur saison. Est-ce qu'ils vont manquer combien de matchs ils vont manquer, s'ils vont en manquer. L'an dernier aussi, c'est ça qui s'est passé pour Austin Reeves, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé à avoir des responsabilités au moment où les Lakers avaient besoin de lui parce que fallait bien que quelqu'un prenne la relève.
Et une fois qu'il a eu le ballon dans les mains, il l'a plus jamais lâché finalement. Donc à voir comment ça se passe. Le recrutement des Lakers est très encourageant. Ouais. J'ai l'impression que ça les met. Je pense. Est-ce que tu les considères comme des contenders, les Lakers aujourd'hui? Oui, comme des contenders, oui. Ouais, comme des prétendants sérieux, quoi. Oui. À l'Ouest, tu les vois sérieux à chasser le titre, quoi. On est d'accord. Ouais, oui. Enfin, en fait, ça semble logique quand tu vois le parcours qu'ils ont fait en fin de saison dernière, le recrutement qu'ils font cet été. Oui. C'est pour moi, c'est les mettre parmi les contenders. Oui, c'est au moins oui. Ça oui. Ouais, je comprends. Je le conçois moi aussi, tout à fait. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et effectivement, Austin Reeves, brillant, quoi, et électrifiant sur un terrain. Pas dans le même style qu'un mec comme Lamelo Ball dont tu parlais tout à l'heure. Toi, t'aimes bien un peu les mecs show-off sur le terrain quand même. Ouais, T'aimes bien quand ça envoie du bois, quoi, quand il y a du spectacle, en fait. C'est-à-dire que oui, tu vois, sur les joueurs à suivre, j'ai plus tendance à prendre les mecs qui font du spectacle que les mecs qui sont des verrous défensifs, quoi. Je sais que c'est quand même plus vendeur. Alors que moi, j'aime bien les verrous défensifs. Ah, mais j'adore aussi. J'avais une affection pour un mec comme Tony Allen, par exemple. C'est un joueur que je trouvais fascinant, quoi. Tu vois, des deux frangins Ball, mon préféré, ça reste Lonzo par sa capacité à défendre. D'accord, ouais. En fait, c'est le prix de consolation pour toi, Lamelo. Oui, un peu, ouais. C'est horrible ce que tu viens de dire. C'est horrible. C'est horrible. Merci, Charlie, d'avoir été avec nous. Écoute, c'était avec plaisir. Ah oui, attends, un dernier truc quand même. On n'a pas du tout parlé des Français. On n'a pas choisi des Français dans la liste des joueurs à suivre parce qu'on va en parler toute la saison et vous avez déjà parlé de Wembanyama la saison dernière. Mais quand même, Wembanyama et Koulibaly, il faudra vraiment garder un œil sur ces deux mecs-là. Ah, mais on va faire des numéros spécialement dédiés à ces joueurs-là. Enfin, je veux dire, il y a bien un moment, on va faire le French podcast pour NBA Corner, bien évidemment. Parce que Bilal Koulibaly, il est beaucoup éclipsé par la surmédiatisation de Wembanyama, qui est normal, hein, c'est le joueur le plus attendu, etc. Mais quand même, tous les retours qu'on a venant de Washington à son sujet sont extrêmement positifs, quoi. Ah oui, non, mais complètement. D'ailleurs, il jouait en pré-saison face aux Hornets hier soir, je crois. Oui. Et encore une fois, très bon défensivement. 12 points, 5 rebonds, 4 interceptions. Voilà, il a 18 ans, quoi. Ouais. Impressionnant. Ça va être bon. Ouais, on parlera de tout ça. Je pense que pour ce qui est des joueurs français en NBA, ça va être important maintenant qu'on en a beaucoup parlé et que les médias français, tous les médias français traitent plutôt bien c'est arrivé, enfin, surtout Victor Wembanyama, bien évidemment, parce que c'est le phénomène. Mais voilà, on va en parler à un moment ou à un autre, ça c'est sûr et certain. Je pense que c'est important de laisser quelques matchs se jouer pour voir vraiment à quel point ils sont intégrés dans les rotations. Bien sûr. Et à quel point on va pouvoir s'exprimer sur du concret, en fait. Voilà, non mais c'est ça. Mais je voulais juste aujourd'hui, préciser. C'est difficile de parler de Bilal Koulibaly après une poignée de matchs de pré-saison. C'est ça. Mais je voulais juste préciser parce que évidemment, sorti de tout contexte, etc. Si tu me demandes quel est le joueur que je vais beaucoup regarder cette saison, c'est Wembanyama qui va arriver en premier, tu vois. Mais bien sûr. Mais bien évidemment. Bien évidemment. Merci Charlie, on se retrouve peut-être la semaine prochaine, toi et moi, tu me diras, tu me confirmeras plus tard. Pour parler du lancement de la saison NBA. Ça y est, on y est. Ça commence là. Donc, vendredi prochain, vendredi 20, on va parler du lancement de la saison. Le 27, on débriefera les premiers matchs de la saison. J'ai hâte qu'on en arrive là. D'ici là, je vous souhaite de passer un très bon week-end, chers auditeurs. N'hésitez pas à nous faire quelques commentaires sur les plateformes, encore une fois, sur Apple Podcast, Spotify, les 5 étoiles. Sur YouTube aussi, il y en a qui nous mettent quelques réflexions de temps en temps, dont le dernier, quelqu'un qui nous a dit qu'on était nuls. Voilà, merci à toi. Merci à toi de tes réflexions constructives. Non mais n'hésitez pas, surtout pas. Voilà, c'est toujours agréable. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.